à toutes et à tous, bienvenue sur Femmes de légende, l'émission qui met en lumière les femmes qui ont su suivre leur voix et faire entendre leur voix. Je suis Laura Le Sueur et avec chacune de mes invitées, nous allons questionner leur modèle d'inspiration, leur succès, mais aussi les obstacles qui ont ponctué leur parcours, leur vision de l'ambition et de la place des femmes dans la société actuelle. Je vous propose une discussion à bâton rompu, sans langue de bois, avec celles qui construisent leur légende personnelle au quotidien. Sans plus attendre, retrouvons mon invitée du jour, Marina Chiche. Bonjour Marina. Bonjour Laura. Marina, bienvenue. Merci d'être sur le plateau de Femmes de légende aujourd'hui. Ravie de vous recevoir. Merci pour l'invitation. Alors Marina, vous êtes violoniste concertiste, vous avez une renommée en France et à l'international, vous êtes titulaire d'un doctorat en art, vous donnez également des conférences et des masterclass en Europe et aux États-Unis, vous avez produit plusieurs émissions sur France Musique, vous avez notamment co-présenté les victoires de la musique classique sur France 3 avec Stéphane Bern, vous êtes maintenant chroniqueuse musique classique dans l'émission Par Jupiter sur France Inter. Et enfin, vous venez de sortir un ouvrage que nous avons devant nous, qui est un très beau livre, qui s'appelle « Musicienne de légende » dont nous allons reparler, aux éditions First et Radio France. Marina, après une telle introduction, ma première question, c'est de vous demander finalement quel est le ou quels sont les moteurs qui vous donnent cette impulsion derrière tous ces projets. Oui, alors c'est vrai que ce que vous avez dit en introduction décrit un profil très varié et pourtant, moi c'est quelque chose que je vis de manière de plus en plus unifiée. Je suis vraiment portée par la musique en fait et l'amour que j'ai de la musique classique qui remonte à très loin puisque j'ai commencé le violon, j'avais pas 3 ans et donc j'ai vraiment grandi, étudié le violon, étudié la musique au sens large. Ce qui m'a amenée aussi à étudier l'histoire de la musique, ce qu'on appelle la musicologie. Et en fait, je n'ai cessé et je ne cesse d'essayer de me nourrir, d'élargir, d'enrichir mes connaissances et aussi les formes d'expression pour vraiment transmettre, que ce soit avec mon violon dans les mains sur scène, avec un micro, à la radio ou à la télé quand j'ai l'occasion. En fait, c'est vraiment ça qui me porte. Oui, on le voit et on va en reparler, que la transmission est l'un de vos moteurs. Ouais. Alors, vous le disiez, vous avez démarré le violon extrêmement tôt, avant l'âge de 3 ans. Quel niveau d'exigence, quelque part, est-ce que ça a donné à votre parcours? Et est-ce que, Marina, vous avez eu un ou plusieurs modèles d'inspiration qui vous ont porté dans vos jeunes années? Alors c'est vrai qu'il y a une exigence incroyable, inhérente à la musique classique, à l'apprentissage de la musique classique. Et c'est vrai que le violon, on dit souvent que c'est un des instruments les plus difficiles, en tout cas sans doute les plus ingrats quand on démarre. Je pense que les voisins s'en souviennent de mes débuts au violon. Et donc c'est vrai que ça m'a mis du temps à comprendre, finalement c'est assez récent, que j'ai eu cette prise de conscience à quel point l'apprentissage du violon m'avait formaté dans ma vie et quel que soit le domaine en fait que je pratique. Une forme d'exigence, de quête d'excellence, avec évidemment des avantages, d'une force de frappe de travail, puisque évidemment il faut beaucoup travailler. Ça c'est vrai que j'ai énormément travaillé à l'adolescence et dans ma vingtaine. Effectivement, j'étais à des régimes de 8 heures par jour de violon, des choses comme ça, un peu comme un sportif de haut niveau. Et puis aussi cette capacité à faire du multitasking, multitâche, puisque j'ai fait des études générales, j'ai un bac scientifique, et donc de combiner des études après aussi, dans mes années après au Conservatoire supérieur à Paris, quand j'étais étudiante, j'ai toujours fait des études en parallèle. Donc vraiment la capacité ou l'envie de gérer différents fronts en même temps. Oui, et cette capacité de travail, et je crois même que vous parlez beaucoup de langues, plusieurs langues, et c'est aussi, je crois, un apprentissage exigeant. Oui. Et est-ce que Marina, vous avez un modèle qui vous a guidé tout au long justement de cette exigence de ce travail durant ces années? Alors, comme violoniste, évidemment, j'ai eu inspirée par de très grands violonistes. Donc, j'avais des professeurs qui m'ont fait écouter les grands interprètes du passé, les interprètes historiques. Donc, j'ai, mettons, un de mes grands violonistes préférés, qui est Jascha Heifetz, qui est sans doute le plus grand violoniste du XXe siècle, ou des gens comme Yehudi Menuhin, Christian Ferras. Et bien sûr, je ne peux m'empêcher de citer Ginette Neveu, qui est donc la grande violoniste française du XXe siècle, que j'ai beaucoup écoutée quand j'étais notamment
jeune ado et je me souviens de ces enregistrements, donc des grands concertos du répertoire, le concerto de Brahms, des grandes œuvres françaises. Donc oui, j'ai eu ces modèles en tant que violoniste. Après, en tant que développement de ce que je suis en train de faire, mettons actuellement cette diversité, cette polyvalence, en fait, j'ai pas de modèle. En fait, j'ai pas beaucoup de modèles auxquels me référer. Alors j'en ai un autre que peut-être je peux citer, deux autres, qui sont Nadia Boulanger, une grande pédagogue de la musique qui a beaucoup communiqué sur la musique, beaucoup transmis à des générations de musiciens, et Leonard Bernstein, ce grand chef d'orchestre américain qui lui a vraiment démocratisé la musique classique aux États-Unis. Il avait une série d'émissions de télé, il prenait la parole, c'était un grand donc, chef d'orchestre, compositeur, pianiste. Et ça, c'est vrai que c'est quelqu'un qui ne s'est interdit rien. C'est-à-dire, il a tout étudié et tout transmis, en fait. Et donc, voilà, c'est un peu sur ces deux fronts que... Oui, je crois que le sujet des rôles modèles, vous le mentionnez, mais il est clé. Est-ce que vous estimez que les femmes, aujourd'hui, n'ont pas forcément suffisamment de supports d'identification auxquels se référer, notamment des supports qu'on peut percevoir comme des femmes ambitieuses ? Oui, alors évidemment, ça a été une de mes grandes révélations quand, à l'été 2019, France Musique m'a confié la production d'une série d'émissions autour de la violoniste Ginette Neveu, dont on fêtait le 100e anniversaire de sa naissance, donc 1919-1949. C'est une destinée d'étoiles filantes, Ginette Neveu. Alors, le grand public connaît parfois le nom de Ginette Neveu parce qu'elle est décédée tragiquement dans cet accident d'avion, le Constellation, dans lequel était également Marcel Cerdan. Exactement, le boxeur amant d'Edith Piaf. Et c'est vrai que donc en 2019, ça a été une expérience incroyable pour moi de me plonger dans sa biographie, donc de réécouter tous ces enregistrements et de faire vivre dans nos mémoires cette grande figure. Et dans ce cheminement de production de cette émission de radio, j'ai réalisé que Ginette Neveu avait été l'une des seules, si ce n'est la seule femme violoniste à laquelle j'avais pu me référer, qui avait été mon support d'identification quand je me suis construite. Donc là, j'ai constaté qu'effectivement, il y avait vraiment un manque historique. En tout cas, je me suis posé la question de s'il y avait d'autres femmes qui avaient, comme avant Ginette Neveu, fait de grandes carrières, qui avait permis à la carrière de Ginette Neveu d'éclore. Et donc, de là est né tout le projet du livre. Mais pour revenir peut-être à votre question par rapport à est-ce que les femmes manquent de modèles de femmes ambitieuses, je pense qu'évidemment, on en voit de plus en plus. Et grâce à justement des émissions comme la vôtre et beaucoup d'actions, on voit de plus en plus apparaître de belles histoires. Mais effectivement, on en a besoin. Oui. On en a énormément besoin. Et je pense même que parfois, il faudra même dépasser, en fait, cette légende, parfois, des pionnières. C'est l'idée qu'il y a une femme qui, la première, a fait telle chose. En fait, je trouve presque qu'en 2021, 2022 bientôt, on ne peut presque plus se satisfaire d'histoires de femmes, la première à faire ceci. Quelque part, ça suffit en fait. Il est temps que qu'il y en ait plus. Voilà, que ça bascule Mais en tout cas, il est essentiel de raconter ces parcours dans leur diversité aussi. Et c'est justement ce que vous faites avec Musiciennes de légende. On voit que beaucoup de femmes artistes, qu'elles soient d'ailleurs musiciennes, mais aussi peintres, autrices, cinéastes, ont été comme presque invisibilisées, voire disqualifiées, soit par un oubli total de leur travail, soit par un discours qui visait à l'amoindrir. Est-ce que quelque part, votre volonté dans ce livre, c'était aussi quelque part de remettre en lumière ces parcours, ces destinées incroyables pour comme les réhabiliter ? Oui, c'est exactement ce qui s'est passé et ça a été un cheminement vraiment très personnel et d'étonnement en étonnement. Donc, quand j'ai commencé à travailler sur Ginette Neveu, je me suis posé la question de ces femmes avant Ginette Neveu. Et sincèrement, je pensais trouver une poignée de pionnières. Par exemple, quelle avait été la première violoniste à pouvoir étudier au Conservatoire supérieur de Paris. Parce qu'il a fallu obtenir cette accessibilité, cet accès à l'enseignement supérieur. Comme la professionnalisation, ce sont été des combats.
Donc il a toujours fallu une première femme, donc c'est pionnière au sens littéral du terme. Et donc je pensais vraiment trouver une femme par-ci, une femme par-là, avec un peu de documentation. Et qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai découvert une multitude de femmes plus exceptionnelles les unes que les autres. Et là, j'ai été saisie. Vraiment alors je dis étonnement de manière un peu, pour un euphémisme, mais même presque j'ai été bouleversée en fait de me rendre compte de la quantité de ces femmes qui étaient absolument excellentes et qui ont vraiment certaines eu la possibilité d'accomplir des carrières. Donc il n'y a pas que des histoires de femmes empêchées, mais il y a aussi ces femmes qui ont été extrêmement accomplies, qui ont marqué leur temps et pourtant qu'on n'a pas fait passer à la postérité. Quelque part, oui, quand on cherche des femmes compétentes, brillantes, ambitieuses, on les trouve. Exactement. Quel regard, vous, Marina, vous portez sur ce terme d'ambition qui parfois peut-être, on peut porter un regard un petit peu biaisé, un petit peu complexé sur le sujet de l'ambition et quelle est, selon vous, la principale limite à l'ambition des femmes ? Je pense que, en tout cas à titre, encore une fois, très personnel, longtemps j'ai perçu le mot ambition dans sa connotation la plus négative. Et j'ai réfléchi à ce terme par rapport à mon parcours et ce qu'on a pu aussi me renvoyer. Et c'est vrai que je pense que les choses changent et bougent, mais quand j'ai grandi, on m'a souvent renvoyé ce désir de faire des choses, cette envie d'avoir de l'impact, de me développer, comme étant devant être canalisée. Il y avait trop d'envie, trop. Et sous-entendu, et trop d'ambition, mais comme si il y avait un soupçon de quelque chose de pas net, de bizarre. Oui, et puis de vouloir quoi, alors que ce soit peut-être de l'exposition, du pouvoir, de la puissance. Mais on a quand même toujours de mal avec ce mot de puissance pour une femme. Et en fait, l'envie de faire des choses est déjà source d'une forme de méfiance. Et ça a été, et ça continue pour moi d'être un travail. En fait, de devoir constamment déconstruire. Et la solution pour moi, en tout cas, ma manière de gérer ça, c'est vraiment toujours me remettre dans cette sensation de mission, dans le pourquoi, le why, comme on dit, de vraiment le faire parce que je suis portée par quelque chose qui me dépasse et de me mettre au service d'eux. Mais en même temps, quand je vous dis ça, je me dis pourquoi est-ce que j'ai besoin de retourner cette chose-là. Parce qu'au fond, est-ce qu'on questionnerait un homme ? Ou pourquoi même questionner ? Si quelqu'un a envie de faire quelque chose, qu'on le laisse se déployer. Sans avoir besoin de le mettre effectivement ou de la mettre dans des cases. Et ça rejoint effectivement la question de l'éducation des jeunes filles. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'injonctions. Sois sage, sois discrète, reste à ta place. Et vous mentionniez, Marina, dans un entretien que vous avez eu dans un média, le sentiment quand vous étiez à l'école, vous étiez très bonne élève, d'être presque culpabilisée du fait de prendre la place quand vous leviez la main et que vous aviez la réponse aux questions. Oui, ça c'est quelque chose que j'ai vécu et là aussi c'est intéressant de voir comme le regard porté sur ces thématiques change. Et on thématise beaucoup des formes d'harcèlement scolaire, etc. Et j'ai été saisie de réaliser que évidemment, il ne s'agit pas de se mettre dans une position de se victimiser. Mais effectivement, quand on est... j'étais sans doute une forme de haut potentiel, comme on appelle ça maintenant. Et j'étais très... finalement, je n'étais pas valorisée. Au contraire, j'étais même bridée. Et ça, je l'ai vécu aussi, étonnamment, avec certains professeurs dans ma formation de violoniste, ce qui est très étonnant puisqu'on est dans un milieu créatif, un milieu d'expression et finalement l'idée c'est de pouvoir se déployer et j'ai quand même souvent eu des professeurs des hommes, je dois dire au passage, mais qui, pas seulement d'ailleurs à l'école, je pense que c'était tout genre confondu, c'était vraiment l'idée, il fallait pas être trop, il fallait pas trop vouloir savoir, il fallait pas trop. Et alors évidemment qu'il y a un cheminement personnel où on soi-même, on essaye, on veut canaliser certaines choses, mais que d'un point de vue institutionnel ou systémique, cette envie
cette énergie ne puisse pas être accueillie, effectivement, ça pose question. Questionne. Ouais. D'ailleurs, dans votre ouvrage, vous regroupez ces femmes au destin hors du commun avec des noms comme les pionnières, les prodigieuses, les ambassadrices, les flamboyantes. Et il est rempli d'anecdotes, d'exemples, d'histoires en fait de femmes. Et vous énoncez certainement aussi le fait que pour les violonistes notamment, il y a un sujet aussi de prendre sa place, de créer sa place de par l'exposition corporelle qu'exige le violon par rapport à d'autres types d'instruments. Est-ce que vous pouvez justement en tant que violoniste concertiste nous en dire un mot ? Oui, et ça rejoint exactement l'aspect précédent parce que dans ces injonctions que les femmes reçoivent et que moi-même j'ai reçues, et par rapport à cette question d'ambition, c'est qu'on entend souvent cette injonction de la modestie, de la pudeur. Il ne faut pas trop en montrer, que ce soit d'un point de vue corporel, alors là avec une connotation plus sexuelle, voilà, il y a une forme d'exhibition, ce qui est totalement en contradiction avec le fait d'être une soliste exposée sur scène, qui s'expose, qui exhibe son corps de fait, notamment avec le violon où le corps est finalement très exposé, il n'est pas caché derrière, mettons un piano ou une harpe, puisque ça c'était des instruments qui notamment au 19e siècle étaient accepté pour les femmes, puisque c'était dans un cadre de musique de salon, musique d'agrément. Donc là, il n'y avait pas de côté disruptif, il n'y avait pas de perturbation, il n'y avait pas de prise de parole. Dès que la femme est dans l'espace public et qu'elle veut prendre sa place, que son corps soit vu, que sa voix soit entendue, à part les chanteuses qui avaient un statut à part, effectivement, ça gêne. Ça gêne, en tout cas dans l'imaginaire. Et c'est très intéressant de comprendre, en tout cas pour moi, le cheminement a été très fort, de comprendre que ce que j'avais pu vivre au présent et dans le passé proche s'inscrivait totalement dans un imaginaire hérité du passé. Un imaginaire qui n'était pas conscientisé, d'où aussi ma motivation d'écrire ce livre. Oui, pour justement le déconstruire, c'est ce dont Exactement, vous parliez. ouais. Alors Marina, nous questionnons justement les modèles qui ont été vos sources d'inspiration dans vos plus jeunes années. Est-ce qu'à votre tour, vous avez conscience d'endosser également cette responsabilité de rôle modèle pour les plus jeunes ? Alors je ne sais pas si on peut qualifier ça de rôle modèle, mais en tout cas, je pense que quand on essaye de tracer son propre chemin, rien que de faire ça, ça inspire parce qu'on a toujours besoin, on a besoin de se souvenir ou qu'on nous rappelle que c'est l'expression de sa singularité qui va nous permettre de nous déployer dans toutes nos dimensions. Et ça, en fait, les rôles modèles servent à ça, pas pour imiter. Évidemment, c'est un exercice des fois d'admiration et d'imitation. Moi, c'est vrai que quand je me suis construite comme violoniste, il y a eu cette dimension d'imitation et d'admiration de grands violonistes et là de grandes musiciennes. Mais au final, ce sont des supports qui permettent d'aller chercher son propre chemin. Totalement. Et alors la transmission justement est une valeur, on l'a vu, qui vous anime. Quel serait le message que vous auriez envie de passer aux jeunes femmes, aux jeunes filles qui hésitent à se lancer, qui doutent, qui ont peut-être un syndrome de l'imposteur ? Quel est le message que vous aimeriez leur adresser ? Alors on m'a dit une phrase toute récemment qui m'a vraiment fait beaucoup de bien. C'était « Ne laissez pas les autres vous dire ce que vous avez le droit ou pas le droit de faire ». Et je trouve ça m'a vraiment saisie parce que je me suis rendu compte que c'était une thématique que je continue de rencontrer au quotidien. Oui. Par exemple, le fait de faire de la radio alors que je suis violoniste concertiste ou de prendre la plume, de faire ses recherches, de communiquer différemment et de continuer mon activité de concertiste en plein, parfois suscite une incompréhension. Et je dois constamment me rappeler que c'est pas aux autres de définir le périmètre dans lequel j'ai le droit d'évoluer et que finalement je suis portée par un message que j'ai envie d'exprimer et c'est peut-être ça qui compte. Et il est toujours bon de s'en rappeler. Je vous propose, Marina, que nous écoutions un court extrait pour terminer cette séquence de l'un de vos concerts.
Magnifique. Merci. Je vous propose, Marina, qu'on passe désormais à la prochaine séquence entre vous et moi. Ok. Alors Marina, je vais désormais vous poser une série de questions et je vais vous demander d'y répondre du tac au tac, entre vous et moi. Ça vous convient ? Oui. C'est parti. Marina, en 2021, plus simple d'être un homme ou une femme ? Un homme, toujours. Que diriez-vous à la petite fille que vous avez été ? Et confiance. Une femme qui vous fascine encore aujourd'hui ? Alors je pense toujours à Ginette Neveu, c'est un peu une obsession. J'avoue. Qu'est-ce que vous auriez fait différemment si vous aviez été un homme ? Oh, quelle grande question. En fait, j'ai passé toute mon enfance à vouloir être un homme, à dire ce serait tellement plus simple si j'étais un homme. Et je ne savais pas du tout pourquoi à l'époque. J'avais une intuition comme ça. Évidemment, j'ai compris après pourquoi je pensais ça. Vous êtes féministe, mais... C'est fatigant cette histoire. Non, mais vraiment, parce que j'ai eu une interview récemment et la journaliste me disait « Ah oui, alors c'est un livre féministe ». Et j'étais triste de devoir moi-même ressentir ce mouvement intérieur qui disait oui, mais mais bien sûr que je suis féministe. Tout le monde devrait être féministe. Si féministe, c'est vouloir une égalité de traitement et de droit, comment ne pas être féministe ? Oui, tout à fait. Il y a encore une ambivalence sur le thème. Donc vous êtes féministe, point. Complètement. Qu'est-ce qui vous met en colère ? Bah ça, justement. Non, parce que de devoir défendre encore cette quête de droits fondamentaux. Quelle est votre plus grande peur ? Bonne question. Ne pas avoir le temps. Pas avoir le temps. Qu'est-ce qui était mieux il y a 10 ans ? Il n'y avait pas de confinement, vous pouviez faire des concerts. Je n'ai pas envie de regarder en arrière tant que ça. Et qu'est-ce qui est mieux qu'il y a 10 ans ? Ma confiance dans le fait que les choses se mettent en place, que le travail paye et qu'il y a des choses enthousiasmantes. Vous nous en avez cité une tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a une citation ou une maxime qui vous guide au quotidien ? Alors, c'est peut-être pas une citation, mais c'est vraiment une incitation à l'audace. Oser. Ose. Voilà, exactement. Le stéréotype le plus difficile à dépasser ? C'est-à-dire de se voir renvoyer, c'est ce décalage entre une forme de puissance intellectuelle qu'une femme peut avoir et puis son apparence physique. Justement, en tant que violoniste concertiste, est-ce que c'est plus difficile de se voir ou de s'écouter ? Les deux, pour des raisons différentes. Ce qui manque principalement aux femmes pour oser plus ? Qu'on leur foute la paix. Et enfin, est-ce que vous auriez, Marina, un dernier conseil pour celles justement qui nous écoutent, qui hésitent, qui ont peur et qui souhaitent y aller ? Allez-y, n'attendez pas de plus avoir peur. C'est do it anyway. N'attendez pas de plus avoir peur. Merci pour votre présence, Marina. Je rappelle que l'on peut retrouver votre dernier livre, qui est un très beau livre, Musicienne de légende, dans toutes les bonnes librairies et vos actualités également sur votre site marina-chiche.com. Merci d'avoir été avec nous. Merci Laura. Merci d'avoir regardé Femmes de légende. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle émission avec une invitée exceptionnelle. Et en attendant, n'oubliez pas, il ne tient qu'à vous de rentrer dans la légende. À bientôt.